Donc, bienvenue à la présentation que Julie et moi présentons, donc qui s'intitule les rudiments du logiciel NVivo. Donc, comme vous voyez avec le titre, on va voir vraiment les fonctionnalités de base pour pouvoir démarrer avec l'usage de ce logiciel-là. Donc, excusez. Je vais laisser Julie présenter le contenu de notre présentation. Donc, on a quelques points à aborder, mais en premier lieu, on va vous parler de la façon dont on peut créer un projet NVivo là, quand on part de zéro. Ensuite, on va aborder l'importation de fichiers dans NVivo. Donc, ce sont soit vos données de recherche, par exemple, des verbatims d'entretien, ou ça peut être des articles scientifiques. Donc, on va regarder ça un petit peu. Nancy va vous parler un peu de la façon dont on peut intégrer Zotero et NVivo. Leurs fonctionnalités sont différentes, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire avec les deux pour importer des fichiers notamment. Je vous parlerai ensuite de la création d'un arbre de code et de sous-code qui est pas mal le cœur d'NVivo. On va aussi aborder comment on fait pour coder des fichiers. Donc, c'est pas compliqué, mais on va vous montrer les fonctionnalités. Ensuite, on va aussi aborder l'importance de la description de ces codes. Donc, particulièrement si on est en recherche qualitative, bien, il faut préciser un peu le contenu de nos codes. Et ça nous permet également de créer un codebook, là, ou en français, là, un livre de code. Ensuite, Nancy va aller un petit peu plus loin dans les fonctions d'exploration de NVivo. Puis brièvement, à la fin, elle va aussi vous montrer comment vous pouvez installer le logiciel et l'explorer de façon libre. Là, la plupart des universités permettent de le télécharger gratuitement, là, particulièrement si on est au cycle supérieur. Et ensuite, Nancy abordera aussi à la fin comment on peut se former davantage là, de façon beaucoup plus poussée par des formations qui sont offertes notamment à l'UQAM. Il y en a peut-être également à l'Université Laval, ça reste à voir. Donc, c'est un petit peu là, ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui là, dans la présentation. Donc, une fois que vous aurez installé le logiciel, ici, nous, on travaille avec la version R.1, qui est le plus récent logiciel disponible, en tout cas la Logitech de l'UQAM. Donc, par rapport aux anciennes versions, les fonctionnalités sont pas mal les mêmes, mais il est pas mal plus épuré que les anciennes versions, mais c'est quand même très agréable de travailler avec ce logiciel. Donc, une fois que vous allez avoir installé le logiciel, il y a une page comme celle que vous voyez à l'écran qui va apparaître, qui s'appelle « Informations relatives au projet ». Donc, si vous n'avez aucun projet déjà de commencer, bien, vous allez cliquer tout simplement là, sur « Nouveau ». Et puis, si vous avez déjà des projets en cours, là, comme c'est le cas dans mon cas, j'en ai plusieurs, bien là, vous allez cliquer sur « Ouvrir ». Si vous faites un nouveau projet, vous cliquez sur « Nouveau », vous allez avoir une boîte qui va apparaître comme ça, qui s'appelle tout simplement « Nouveau projet », étape 1 de 2. Vous donnez un titre à votre projet. Bon, ici, on a fait un exemple, on l'a appelé « Qualité en petite enfance ». Vous pouvez y ajouter au centre, dans le rectangle blanc, une description de votre projet si vous en ressentez le besoin. Et puis, une fois que vous passez à l'étape 2, c'est simplement des paramètres d'enregistrement. Donc, dans la version plus récente d'NVivo, on peut lui demander d'enregistrer le projet automatiquement là, en cliquant là, sur le « Oui », le premier « Oui » en haut de la boîte. Ce que je vous recommande fortement parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne. Bon, peut-être pas une panne Facebook comme hier, mais on peut toujours avoir des problèmes, notre ordinateur s'éteint puis on perd tout. Donc, moi, je vous conseille de demander l'enregistrement automatique, mais sinon, ça se fait habituellement aux 15 minutes. Donc, c'est très pratique là, pour ne pas perdre un gros projet qu'on est en train d'élaborer. Si tu me permets, Julie, je ferais Oui. juste sur l'étape 1, la langue du contenu textuel, selon si vous travaillez avec des articles majoritairement en anglais, peut-être aller sélectionner justement en anglais, mais si vous travaillez avec des contenus de verbatim principalement, peut-être à ce moment-là, si vos entretiens sont en français, allez sélectionner le contenu
qui serait majoritairement en français, par exemple. Ça fait sens? Mhm. Puis, il peut y avoir dans la configuration des nuances, des distinctions selon si vous travaillez avec une version PC ou une version Mac. C'est habituellement des petites distinctions, mais ça se pourrait que selon votre version, que vous n'ayez pas exactement tout à fait les mêmes configurations que ce que vous voyez à l'écran, mais c'est souvent très près. Il n'y a pas des grands écarts. Je te laisse poursuivre. Donc, la première fois que vous ouvrez votre projet, il ressemble à ceci. Donc, l'écran est blanc, il n'y a rien, il n'y a pas de fichier encore. Donc, il est complètement vide. Alors, la première chose à faire quand on part un projet, c'est d'importer les fichiers qui vont nous servir à notre projet. Quand je dis un projet, ça peut être autant un projet de recherche que tout simplement la lecture d'articles ou la lecture de documents, puis que vous allez devoir importer pour faire. Ça peut être un projet de recherche, mais moi, je vous donne un exemple. Je m'en sers dans mon cours de la recherche en éducation. Je me sers d'NVivo parce qu'on parle de différents types de recherche. Donc, moi, je classe mes informations de mes lectures dans les bons types de recherche qui sont abordés. Donc, vous voyez, ça peut servir aussi pour un travail universitaire. Donc, là, par exemple, ici, si vous demandez à NVivo d'importer des fichiers, vous avez votre boîte habituelle qui s'ouvre avec l'ensemble des fichiers que vous voulez importer. Donc, vous allez chercher dans vos documents. Ça peut être, vous voyez ici, la plupart des fichiers, ce sont des articles scientifiques en format PDF. Mais ça peut aussi être des vidéos, des photos, des verbatims en format Word. NVivo accepte vraiment différents types de formats. Donc, si on veut tous les fichiers, on peut tous les demander en même temps. Sinon, si on en veut seulement un, on clique dessus et on fait tout simplement ouvrir. Puis ensuite, on va importer le fichier dans NVivo. Et là, il devrait apparaître dans votre projet. Donc, vous voyez, par exemple, ici, de toute la liste d'articles scientifiques qui étaient dans les documents, j'en ai importé 3. Donc, ça peut être un départ là, pour un projet, par exemple. Puis, une autre façon de faire qui est différente, c'est justement de combiner le gestionnaire, en fait, de références bibliographiques qui est Zotero. Il y en a d'autres. On a certains vont utiliser EndNote ou Mendeley, ou peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Celui dont je vais vous parler, c'est Zotero parce que c'est celui avec lequel je travaille, avec lequel je suis la plus familière. Donc, dans un premier temps, ce que vous devez regarder du côté de votre gestionnaire de référence, c'est d'aller vérifier si vous avez à l'intérieur de vos références, si vos documents PDF sont joints à chacune des références. Vous pouvez le voir en regardant si le petit point bleu se trouve à côté. Donc, par la suite, si vous ne les avez pas, c'est d'aller les chercher puis de les amener à l'aide du trombone. Par la suite, vous devez exporter la collection que vous souhaitez emmener par la suite dans NVivo. Donc, vous devez faire cette étape-là. C'est comme en 2 temps, les deux. Ce n'est pas direct de un à l'autre. Donc, vous devez exporter votre collection en format RIS. Donc, vous sélectionnez le format en question. Vous venez cliquer ici le fait d'exporter les notes puis d'exporter les fichiers pour que justement vos documents suivent, puis que s'il y a des notes dans les métadonnées, que tout ça suive pour que ça puisse être par la suite importé dans NVivo. Donc, dans un premier temps, c'est ce que vous faites. Donc, le fichier va se retrouver sans doute sur votre bureau, sur votre disque dur. Donc, par la suite, vous vous rendez dans NVivo et là, vous devez aller importer la bibliographie. Donc, on vient sélectionner ici Zotero pour aller repérer votre fichier .ris qui a été créé. À partir de là, vous devez, dans un deuxième temps, venir cliquer. Habituellement, par défaut, il est dans une seule classification. Moi, je vous conseille de venir cliquer sur différentes classifications selon le type d'enregistrement, puis de venir cliquer les 2 cases en bas si elles ne le sont pas. Et là, les fichiers, toutes vos références vont venir se regrouper, en fait, dans un premier temps, dans Fichier.
Puis, dans classification du fichier, étant donné que toutes les métadonnées ont suivi, ce que ça permet, c'est une classification automatique de l'ensemble de vos références selon si c'est des affiches, des articles de revue, des pages web, etc. Donc, toutes les métadonnées vont se retrouver à l'intérieur de ça. Puis, tous les documents pour lesquels vous n'aviez pas de PDF joint, eux vont se retrouver dans Alias. Donc, ces documents-là, vous savez que vous n'avez pas les références complètes, c'est-à-dire, oui, vous avez les références, mais vous n'avez pas les documents qui sont reliés. Donc, c'est là l'importance d'importer, d'exporter et d'importer par la suite vos documents, vos références avec vos documents PDF qui sont joints. Donc, vous avez, dans un premier temps, cette première classification-là qui se fait automatiquement à partir des métadonnées de Zotero. Tout ce que vous faites à l'intérieur de ça, si vous venez compléter des informations à l'intérieur de votre classification automatique, vous pouvez par la suite réexporter ça vers Zotero, puis ça va venir se mettre automatiquement à jour dans votre gestionnaire de bibliographie. Mais vous pouvez aussi créer de nouvelles classifications, sauf qu'il ne faut pas les créer, ces nouvelles classifications-là, dans la classification des fichiers tels que je viens de vous montrer, parce que justement, les métadonnées que ça créerait, ils ne seront pas reconnus par Zotero par la suite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de venir créer, à partir de nos références, Oups, non, excuse, là, je suis en train de sauter l'étape. Je m'excuse, c'est Julie qui doit poursuivre avec la création de code. Julie, je te repasse la balle. Je t'ai parti. Okay. Merci. Bon, donc, une fois qu'on a importé nos fichiers, puis qu'on commence à les analyser, alors, par exemple, donc, ce qui est important de faire, c'est de créer ce qu'on appelle un arbre de code, mais qui peut contenir aussi des sous-codes. Donc, en premier lieu, soit on va aller demander de créer un code donc dans la barre de fonctionnalité en haut, ou tout simplement, on peut aller à gauche dans la grande bande bleue, et là, on peut demander avec un clic droit « Code », et vous allez avoir plein de fonctionnalités qui vont apparaître, et vous demandez simplement « Créer un nouveau code ». Donc, vous lui donnez un nom à votre code, vous lui donnez un titre habituellement, et puis c'est le premier qui va apparaître dans votre arbre de code, mais ce n'est sans doute pas le dernier. Donc, tous les critères, par exemple, d'analyse, vous pouvez les inclure dans votre arbre de code. Parfois, on le fait avant de commencer vraiment l'analyse d'un projet ou la lecture d'un article scientifique, mais bien souvent, en cours de route, on va en ajouter de plus, surtout dans une démarche inductive, on va en ajouter des nouveaux codes au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu peux reculer de 1, Nancy, je pense que je n'ai pas expliqué ça là, merci. Ouais. Donc, quand on a par exemple ici un article là, qui apparaît à droite, tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a ouvert dans NVivo, on a double-cliqué dessus, il va s'ouvrir à droite de l'écran. Et puis, vous êtes en train de lire votre article et là, vous avez une phrase, vous dites « Hé, cette phrase-là, c'est vraiment particulièrement intéressant et je voudrais la classer dans un des codes. » Bien, ce que vous faites juste surligner la phrase importante. En maintenant la souris enfoncée, vous la glissez dans le bon code. Oui, Marie-Hélène, maintenant, code a remplacé le mot « nœud », effectivement. Je sais que dans l'ancienne version, il y avait des codes. En anglais, on disait des codes and nodes. Et maintenant, comme je vous avais dit, ils ont beaucoup épuré dans la version R.1. Donc, on n'a que des codes maintenant dans la nouvelle version. Donc, vous voyez ici, l'arbre de code a évolué. Donc, par exemple, ici, on a 3 codes principaux, l'engagement des enfants, la formation des éducatrices, la qualité des interactions. Et pour chaque code, on peut créer autant de sous-codes qu'on veut, tout simplement en cliquant sur le code puis en lui ajoutant des sous-codes. Et ce qu'on voit à droite, c'est tout simplement, par exemple, si on est dans un des codes ici, excusez-moi, donc si vous cliquez sur un de vos codes, vous allez voir apparaître à droite toutes les références qui vous ont intéressé et tout ce que vous avez intégré dans ce code-là. Donc, quand vient le temps de rédiger, que ce soit un travail, un article, votre mémoire, votre thèse, bien, vous vous dites, bon,
Par exemple, ici, mettons que je suis dans le code de soutien à l'apprentissage, le sous-code, pardon, j'ai toutes mes références qui parlent du soutien à l'apprentissage et en plus, j'ai l'auteur qui a affirmé donc cette information-là. Et si je reclique sur l'auteur en bleu, je vais retourner exactement dans l'article à la bonne place où on a parlé de ce sujet-là. Donc, ça va vous éviter beaucoup de vous demander c'est où donc j'avais lu telle information. Tu sais, c'est beaucoup dans cette optique-là, NVivo, c'est de retrouver des informations importantes rapidement sur des sujets plus précis. Pour chaque code et sous-code, vous pouvez créer une description. Donc, il suffit là, de faire un clic droit sur le code ou sur le sous-code et d'aller dans la section propriétés. Vous allez avoir cette boîte-là qui va apparaître. Et là, vous avez le nom de votre code, mais vous pouvez ajouter toute description que vous jugez pertinente. C'est particulièrement important si on collabore sur un projet à plusieurs ou si on est en analyse qualitative pour notre mémoire ou notre thèse. C'est un document qu'on va devoir mettre en annexe d'expliciter les codes et ce qu'ils veulent dire parce que pour Nancy, ça peut vouloir dire une chose, le code de soutien à l'apprentissage. Pour Julie, ça peut vouloir dire autre chose. Donc, pour éviter qu'il y ait des malentendus, on peut mettre une description très, très, très précise de chaque code, ce qui va nous permettre après ça de créer un tableau récapitulatif qu'on appelle le codebook ou le livre de code. Et pour faire ça, une fois qu'on a tous nos codes, qu'on a mis les descriptions qu'on souhaitait mettre, eh bien, on va dans l'onglet « Exporter » ici, que vous voyez en haut, et vous allez avoir l'option « Exporter le codebook » et voilà ce que vous allez obtenir, un tableau déjà tout monté. Là, vous pouvez ajuster après ça en conséquence selon vos préférences, mais vous avez tous les codes avec leur description et c'est le genre de document qu'on met en annexe là, de notre mémoire ou de notre thèse là, pour justifier nos analyses qualitatives particulièrement, mais ça peut vous être utile dans tout cadre de travail universitaire également. Et c'est là que je commence à vous parler de la création des cas et des attributs si vous voulez avoir une nouvelle classification en plus de celle qui est générée par l'exportation puis l'importation des références de Zotero vers NVivo. Donc, tel que je mentionnais tantôt, si vous voulez apporter des changements à la classification ou amener de nouveaux éléments, il ne faut pas les faire directement dans la première classification automatique, mais plutôt en créant des cas à partir de vos références. Donc, c'est ce qui va vous permettre de venir donner de nouvelles classifications. Donc, c'est simple à faire. Vous sélectionnez vos différentes références et vous venez indiquer que vous voulez les créer en tant que cas. En faisant ça, vous allez voir apparaître à gauche le petit volet vert là, qui va s'ajouter pendant quelques secondes, qui va vous indiquer que vos cas sont maintenant créés. Donc, par la suite, il faut venir créer une nouvelle classification du cas. Dans ce cas-ci, je suis repartie de l'exemple de Julie avec les mêmes références pour venir créer une nouvelle classification. Par exemple, la classification du cas pourrait être selon des caractéristiques, donc selon soit les formations, l'âge des enfants, le milieu. Donc, à partir de cette classification-là, donc on a la classification caractéristique où on doit venir insérer de nouveaux attributs. Donc, chacun des attributs, donc dans les diverses caractéristiques qu'on avait mentionnées précédemment, on vient créer de nouveaux attributs. Donc, un à un, on vient indiquer le type de milieu avec la petite description, puis on vient indiquer en format texte quel type de milieu ça pourrait être. Donc, est-ce que j'ai des articles qui concernent les CPE, les maternelles 4 ans, les milieux familiaux et autres? Donc, à ce moment-là, ça, c'est déjà un premier attribut qu'on a créé pour la classification du cas. Puis, on pourrait en avoir un autre qui correspond à l'âge des enfants participant à l'étude, donc 4 ans, 5 ans. Ici, il est indiqué en nombre entier, mais vous allez voir qu'un peu plus tard, on peut apporter des changements selon le type d'information qu'on retrouve. On peut soit en ajouter et finalement, j'ai eu à le transformer en texte parce que nombre entier ne permet pas, supposons, d'avoir une tranche d'âge, mais bien juste des âges bien spécifiques avec des chiffres. Donc, vous allez voir un peu plus clairement ici. Ensuite, la création de cas.
à laquelle j'ai créé une classification et des attributs, bien, chacun de mes cas, je viens leur attribuer la classification qui, dans le cas présent, est selon les caractéristiques. Et c'est ce qui va nous permettre, par la suite, de venir attribuer les attributs. Attribuer les attributs, c'est un peu redondant. Donc, de pouvoir venir remplir les attributs selon les données de chacun des articles. Donc, ce qui a été fait ici, après ma barre, tout est considéré comme non assigné, ça pourrait être non applicable. Puis selon les articles, mais en fait, on est venu indiquer le type de milieu qui correspondait à l'étude mentionnée. Donc, ici, on avait des études qui concernaient les CPE, une étude qui concernait les maternelles 4 ans, puis c'est ici que je suis venue ajouter un nouvel attribut, à l'attribut les nouvelles informations, donc 0,3, parce que c'est le seul article qui concernait les enfants de moins de 3 ans à ce moment-là. Donc, l'indication en tant que chiffre a été remplacée par texte pour pouvoir avoir ce type d'attribut. Ce que ça permet de faire quand on crée des attributs, des cas et des attributs de cette façon-là, c'est de jouer avec des fonctions d'exploration, dont le croisement matriciel. Le croisement matriciel, c'est un peu comme une sorte de tableau croisé, si on veut. Donc, on vient sur la ligne choisir, par exemple, le type dans quel fichier je souhaite aller vérifier les informations. Donc, je suis allée sélectionner les 3 fichiers en question. Puis, dans les colonnes, je suis venue chercher les valeurs d'attributs que je voulais vérifier. Donc, ce que ça permet par la suite, c'est d'avoir une vue d'ensemble de mes différentes études avec les caractéristiques que je peux repérer rapidement à travers les différents. C'est sûr qu'on a quand même les colonnes non assignées, non applicables, mais on voit ici que pour les 4 ans, j'ai 2 études qui concernent les 4 ans. Je n'en ai pas pour les 5 ans, j'en ai une seule pour les enfants de 0-3 ans. Même chose pour le type de milieu. Donc, si par la suite, je recherche des choses précises par rapport au type de milieu puis l'âge des enfants, mais c'est facile de retrouver rapidement ce que je cherche. Donc, c'est un peu comme je lui disais, c'est un logiciel qui va nous permettre d'organiser pour retrouver rapidement tous les éléments qu'on a qui sont utiles à notre projet. D'autres fonctions d'exploration qui existent à l'intérieur du logiciel, c'est la recherche par texte. Donc, même idée, on va indiquer à quel endroit on veut aller effectuer cette fameuse recherche-là. Donc, je viens sélectionner les 3 documents en question parce que c'est ce qu'on a dans notre exemple. Ensuite de ça, je dis, ce qui m'intéresse, ce serait de voir de quelle façon il parle des interactions. Donc, quand je fais une recherche par texte, il y a 3 types de résultats qui peuvent être présentés, soit par relevé, soit par référence, soit par synapsie. Donc, par relevé, ce qu'on voit, c'est les noms des fichiers où est-ce qu'on parle du mot en question, donc des interactions, le nombre de références, la couverture, c'est jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point on en parle dans chacun des documents en question. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Par référence, ce qu'on retrouve, c'est le mot justement dans l'article en question, mais avec un peu de contexte autour. Donc, ça nous permet de repérer rapidement le type d'information recherchée. Puis, on a celui que je préfère parce qu'il y a un aspect plus visuel par synapsie. Donc, on retrouve, puis là, on peut venir jouer avec le contexte, avec plus ou moins de mots avant et après le mot en question. Puis, quand on vient cliquer sur un élément de la phrase, mais ce que ça retrace, c'est tout le chemin qui reproduit la phrase. Puis là, étant donné qu'on est en diapo, je ne peux pas vous l'indiquer, mais si on clique dessus, on voit aussi à quel article ça réfère. Donc, chaque fois qu'on pèse sur une phrase différente, mais c'est ce qu'on voit le changement. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble rapide, puis une bonne idée de quelle façon on peut parler des interactions. Donc, c'est une façon de faire qui est différente. On peut aussi, dans les fonctions d'exploration, faire des recherches de fréquence de mots. Vous allez voir ici, il y a 2 types de résultats qui nous sont présentés, relevé, puis nuage de mots. Ce qu'on conseille, c'est d'éviter d'aller sous les mots qui sont de moins de 4 lettres. Puis dans l'exemple, on a fait avec 3 lettres. Vous allez voir pourquoi on suggère d'éviter d'aller en dessous de ça. Puis, ce qu'on dit aussi, c'est que ce type de fonction-là fonctionne mieux quand les textes sont en anglais. Donc, ici, on avait une longueur minimale de 3 lettres. Ce
que ça donne comme résultat, c'est un paquet de petits mots un petit peu plus inutiles qui viennent faire un peu de bruit, en fait, parmi nos résultats. Donc, c'est pour ça qu'on indique qu'avec un petit peu plus de lettres à ce moment-là, on irait chercher quelque chose d'un peu plus pointu. On pourrait aussi indiquer le type de mots qu'on ne veut pas retrouver dans les propriétés du projet, mais ça, on ne peut pas le voir directement ici, mais c'est une fonction un peu plus avancée où est-ce qu'on pourrait indiquer quels mots on ne veut pas retrouver à l'intérieur de ça, mais c'est peut-être un peu plus complexe. Puis peut-être qu'on peut jouer nous-mêmes un tour en allant éliminer trop d'éléments à ce niveau-là. L'autre format dans lequel on peut présenter les résultats, c'est par nuage de mots, que vous connaissez sans doute parce qu'il y a diverses petites applications qu'on peut utiliser même avec un groupe quand on souhaite, des fois avec une activité brise-glace ou autre. Bref, ça donne une vue d'ensemble de ce qu'on recherche au niveau de, justement, de soit nos verbatims, soit nos articles de recherche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça n'a pas de valeur scientifique en soi. Là, c'est vraiment quelque chose qui donne une impression générale, une vue d'ensemble. Donc, c'est les principales fonctions d'exploration que nous avions préparées pour vous montrer aujourd'hui. Et ce que je peux ajouter, en fait, c'est la petite démarche simple. Je ne sais pas si tout le monde parmi vous avait installé déjà NVivo sur votre ordinateur. Comme je vous disais plus tôt, en fait, c'est qu'il y a des distinctions. Il y a la version PC, il y a la version Mac. Version PC aurait un peu plus de fonctionnalités qui permettent des petites nuances qui font en sorte que il y a peut-être des petits éléments, en fait, qui sont ajoutés, qui pourraient être intéressants, mais on peut très bien fonctionner sans. Toutefois, par expérience, je vous dirais que la version R1, selon le type de recherche ou de projet sur lequel on travaille, la version R1 présente quelques petits pépins, si on peut dire ça comme ça, principalement si on travaille avec des vidéos ou des dossiers qui demandent un peu plus d'espace, comme des photos, des vidéos. Puis, il y a certaines fonctions d'hyperlien qui fonctionnent moins bien. Donc, la version 12 peut être plus intéressante dans ce cas-là, mais si on fait uniquement une recitation d'écrit ou qu'on traite des verbatims, la version R1 fait très bien le travail aussi. Il est possible de travailler conjointement avec des gens qui ont la version PC versus les gens Mac là, pour combiner ensemble, pourvu que la personne qui est en PC convertisse le projet en Mac pour que la personne en Mac puisse ouvrir le projet. Donc, je vous rassure, c'est quelque chose qui est possible. Donc, la démarche est assez simple pour celles qui sont à l'UQAM. Vous vous rendez à la Logitech de l'UQAM. Sans doute que vous avez quelque chose de similaire du côté de l'Université Laval. Vous allez télécharger votre guide d'installation que vous devez suivre religieusement, en ce sens qu'à l'intérieur de ces différentes étapes-là, quand vous arrivez vers l'étape 9, après avoir choisi la version que vous voulez télécharger et cliquer que vous vous engagez à consulter le guide d'installation, il vient une étape où vous devez récupérer le code. Donc, de là l'importance de suivre toutes les étapes pour pouvoir aller chercher le code, pour pouvoir installer ça sur votre ordinateur. Donc, il n'y a rien de mieux que de l'explorer pour pouvoir comprendre puis s'approprier ce logiciel-là parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont possibles. Pour ce faire, il y a des formations qui sont offertes ici là, par le site Grenadine de l'UQAM. Il y a des formations qui viennent très bientôt, donc le 9 et 10 octobre. C'est des formations complètes de 2 jours où il est demandé aux gens d'avoir déjà installé en préparation de la formation le logiciel pour pouvoir expérimenter directement ce qui est présenté pour pouvoir le mettre en pratique immédiatement. Je trouve que c'est un excellent moyen, beaucoup plus efficace que ce qu'on est en train de faire maintenant. Puis, c'est sur 2 jours, donc on s'entend que vous allez aller beaucoup plus loin. Et si vous êtes un petit peu autodidacte, mais il y a une multitude d'informations que vous pouvez trouver sur le web, des capsules sur YouTube, des documents. C'est certain que vous n'aurez pas les documents d'information sur la version la plus récente. Il y en a sur la version 11, il y en a sur la version 12. Les ajouts qui ont été faits à la dernière mise à jour, oui, ça a été épuré. On ne parle plus de nœuds à travers les cas, ce qui est peut-être un peu plus mêlant pour nous. Par contre, le principal ajout qui a été fait, c'est des fonctionnalités payantes
qui habituellement, les gens, on ne les utilise pas parce que justement, c'est des frais supplémentaires. Mais sinon, il n'y a pas tant de modifications qui ont été faites. Donc, vous pouvez très bien aller chercher ces informations-là pour pouvoir commencer à explorer puis à vous approprier le logiciel en question. Donc,